Bonjour, bienvenue dans cette petite capsule où je vais vous parler un petit peu de ce que peuvent amener les pratiques somatiques pour les personnes qui sont potentiellement ou régulièrement sujettes à de la souffrance psychique. Donc cela peut concerner vraiment différentes personnes qui traversent des périodes difficiles. Donc on parle beaucoup en ce moment de burn-out, qui est un terme un petit peu générique qui peut englober différentes situations, un petit peu les périodes de crise, les périodes de ras-le-bol, et également les périodes où on perd les pédales, où on a l'impression de ne plus rien maîtriser, et ces périodes carrément où la réalité nous semble tellement difficile que nous ressentons le besoin de fuir. De différentes façons, donc de fuir à travers parfois des consommations, hein, des drogues, de l'alcool, ça peut être aussi la nourriture en excès, vraiment comme une compensation d'une réalité qui nous semble insupportable, parfois avec des raisons qu'on peut comprendre, et puis parfois avec des raisons qui paraissent vraiment incompréhensibles vues de l'extérieur, mais vraiment la notion de souffrance psychique est vraiment propre à chacun. Et ça touche à notre mémoire personnelle, inconsciente parfois, consciente aussi, et mémoire intergénérationnelle aussi. Donc ça n'est pas ma spécialité, mais c'est évident en fait que certains comportements appartiennent à nos ancêtres, hein, ou à des personnes qui ont vécu des choses et qui nous ont transmis un stress. Donc cette vidéo s'adresse également pour les personnes qui sont parfois, qui ont des crises parfois avec des troubles psy. Notamment troubles de bipolarité, schizophrénie, comment dire, paranoïa, etc. Donc cette vidéo ne se veut pas réductrice. On n'existe pas à travers ces troubles psy, mais en tout cas, c'est un point de départ pour essayer de travailler sur soi. Et c'est là que c'est intéressant. Et que les pratiques somatiques remettent le corps en fait au cœur du sujet. Et donc personnellement, donc je me présente, moi je suis Anaïs Goldman, je suis thérapeute psychocorporelle, je donne des cours de yoga somatique au sol, sur chaise. Et j'ai une séance hebdomadaire avec donc des personnes qui ont des profils en fait à parfois être en souffrance psychique. Donc ça peut aller de la grande dépression à vraiment des troubles psy, où vraiment la réalité est complètement déformée. On n'accède plus à la réalité, on n'a plus les mêmes critères d'objectivité en fait pour vraiment juger de ce qui est vrai et de ce qui n'y est pas. Donc la souffrance psychique, ça peut englober vraiment un tas de réalités. Alors qu'est-ce que la théorie autour du nerf vague, autour du système nerveux peut apporter pour les personnes quand elles traversent des troubles psy ou qui cherchent des pratiques en prévention, ou alors une façon un petit peu d'aborder les choses qui permettent d'agir en prévention de ces périodes de grande déstabilisation qui amènent à ces troubles et à cette souffrance. Donc, les études qui ont été faites sur le fonctionnement du système nerveux, et notamment celui qui porte un nom un peu barbare, donc le nerf vague, avec la théorie polyvagale, qui nous explique qu'en fait notre système nerveux, notre nerf vague, a plusieurs modes en fait d'être, et donc nous pouvons passer d'un mode à l'autre, parfois de façon très facile, et puis parfois en fait on reste bloqué dans un mode, donc ça peut être vraiment un mode figement, un mode fuite,
On peut être aussi coincé dans un mode du système nerveux sympathique, donc les modes combat, lutte, qui peuvent se manifester par une hypervigilance, la sensation d'un danger imminent auquel il faut répondre et duquel il faut se protéger. Donc voilà, tout ce que le système nerveux, la lecture en tout cas de ces recherches qui ont été faites sur le fonctionnement du système nerveux, peuvent apporter par rapport au regard donc des périodes de grande souffrance psychique. Donc tout d'abord, ces recherches mettent en exergue deux grands modes, le mode sécure et le mode insécure. Et j'observe que dans tout ce qui a trait à la souffrance psychique, eh bien, c'est vraiment ça. Soit je me sens en sécurité et tout se régule de soi-même, mes comportements, ma façon de pouvoir regarder la vérité en face, de me réguler de façon correcte. Et quand je me sens en insécurité, en fait, ma vision de la vie est transformée par le sentiment d'urgence. Ma vision de la vie, de la situation, des situations, la façon dont j'interprète les choses est modifiée, transformée par le sentiment d'urgence. Et on sait que lorsque on agit sous la pression en fait de l'urgence, eh bien, on sait que parfois on fait n'importe quoi. On veut agir à tout prix, ou alors on reste figé, paralysé, ou alors on court dans tous les sens, mais on a du mal à avoir une action construite. On panique parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. On a tous les scénarios qui nous viennent en tête et parfois certains qui ne sont pas réalistes du tout. Mais ça, c'est vraiment le cortisol, l'adrénaline qui nous mène à imaginer le pire. Et parfois même des scénarios étranges. Mais voilà, en fait, c'est pas raisonné, on n'a pas le temps de la réflexion, on n'a pas le temps du recul, on est dans l'urgence. Donc dans l'urgence, l'être humain, il a un fonctionnement particulier. D'ailleurs, l'animal aussi, on le voit bien. Quand on est dans la panique, nos comportements peuvent être parfois vraiment incohérents. Et parfois, c'est vraiment notre inconscient qui parle, on a des souvenirs qui nous reviennent d'une circonstance où on a peut-être vécu quelque chose de similaire, on n'a pas su réagir, ou on a mal fait, ou alors on n'a rien fait. Du coup, en réaction à ça, des fois on va surréagir, on va sous-réagir, enfin bon, des fois il peut se passer des choses assez étranges. Donc c'est vraiment très 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 intéressant de s'interroger, de voir un petit peu comment nous réagissons lorsque nous sommes dans la panique, et de voir que certains comportements, certaines crises aussi parfois, on sort parfois de la réalité, ou alors on est dans une vision tellement sombre du monde que en fait, oui, c'est une partie de la réalité, mais ça n'est pas toute la réalité. Donc encore une fois, une vision du monde qui est déformée, qui est vraiment vue sous le prisme de notre nuage intérieur. Alors, qu'est-ce que les pratiques somatiques peuvent nous apporter par rapport à ça ? Donc tout d'abord, c'est apprendre à avoir des repères dans nos sensations, de repérer nos déclencheurs et de savoir anticiper les crises, les trop-pleins, les moments où je bifurque. Évidemment, tout ne peut pas être anticipé, puisque on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, qui peut réveiller quelque chose chez nous. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être anticipées. J'en suis la preuve vivante. Moi qui ai eu régulièrement des problèmes d'hyperthyroïdie, des douleurs de dos très fortes, des migraines et tout ça. Donc c'est vraiment l'inconscient qui parle. Il faut aller creuser chercher nos déclencheurs et tout ça. Donc ce travail, je l'ai déjà fait.
Il sera peut-être encore à refaire, mais j'ai vraiment pu explorer ce travail et je vois clairement qu'il est clairement possible d'anticiper sur certaines choses pour vraiment améliorer notre vie et vraiment saisir, repérer ce moment précis où, tiens, la dernière fois que je me suis sentie comme ça, il s'est passé ça, j'ai eu telle pensée, j'ai ressenti ça dans mon corps, mon souffle était de cette façon, j'ai eu des pensées qui étaient de cet ordre-là. Voilà. Et ben après, j'ai eu une crise. Ok. Ou alors, bon, dans mon cas, quand j'ai mangé ça, quand j'ai eu une émotion de telle nature, voilà. Et ben après, j'ai eu une crise. Donc, repérer les déclencheurs. Et parfois, oui, l'alimentation peut aussi avoir une, une action sur nos émotions. Le sucre va parfois nous hyperactiver, le café aussi bien sûr, les excitants, mais les produits chimiques aussi. Et puis même certains aliments naturels, si on en mange trop, si on ne les mange pas au bon moment, etc. Parfois l'alimentation peut clairement influencer nos émotions et de façon très 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 significative, donc c'est pas un détail. Donc lorsque régulièrement je fais des petites pratiques somatiques où je vais interroger comment je me sens à l'intérieur, avec le toucher, avec la respiration, avec une capacité d'écoute de mon monde intérieur que je vais développer un peu plus à chaque séance. À chaque fois, c'est une exploration de soi-même. Comment mon corps réagit à tel mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile pour moi de rentrer dans cette respiration profonde? Mais des fois on va s'apercevoir que c'est difficile, alors que la plupart du temps c'est facile, et vice-versa. Donc tout ça, on va vraiment apprendre à repérer les signaux subtils de notre monde intérieur. Donc parfois il y en a qui sont pas signifiants, mais c'est pas grave, en fait c'est vraiment quelque chose de global. On prend la température sans en tirer des conclusions tout de suite, sans se juger, simplement observer, tiens, comment je suis aujourd'hui. Repérer les signaux. Comment s'exprime mon corps pour m'avertir de ses besoins qui ne sont pas assouvis. Comment s'exprime mon corps pour me communiquer ses insatisfactions, ses inconforts, ce qui ne lui convient pas dans mes routines quotidiennes, ce qui ne lui convient pas dans ma façon de voir les choses et d'aborder la situation que je suis en train de vivre actuellement. Donc voilà, repérer les signaux du corps. Évidemment, l'objectif de la vie, c'est pas de s'écouter tout le temps, parce que des fois on est dans l'inconfort et il faut supporter l'inconfort. Mais il y a des degrés, c'est important de repérer les degrés aussi. Donc quand cet inconfort devient très aigu de cette façon-là, eh bien c'est signe d'une crise, c'est signe qu'il faut vraiment que je prenne soin de moi. C'est signe que j'ai besoin de poser mes limites vis-à-vis de moi-même, de mes exigences, de mes propres exigences, mais également vis-à-vis des autres, vis-à-vis des injonctions extérieures. Donc, poser ses limites, ressentir les signaux, repérer les signaux de son corps pour pouvoir exprimer ou poser nos limites, pour pouvoir dire, là, j'ai besoin de me créer mon petit espace de sécurité, faire abstraction des dangers, j'ai besoin vraiment de remettre mon système nerveux en reset, en reprogrammation, en mode régulation, régénération, parce que je suis proche de la saturation. Donc là, il y a l'alarme qui s'est allumée et elle clignote.
d'accord? Donc j'ai appris à la repérer, comme sur le tableau de bord de la voiture. Et bien maintenant, je vais apprendre à lui apporter des réponses. Donc, essayer de voir comment est-ce que mon corps, il s'exprime. Et donc ensuite, lui apporter des réponses. Souvent, et très 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 souvent, le mal-être, évidemment, est généré par un déclencheur qui vient toucher notre sensibilité. Donc par exemple, si on a un souvenir très marquant avec, je vais dire des choses très très dures, mais un souvenir d'humiliation, de violence physique, verbale, de dévalorisation, de manque de reconnaissance, de vide intérieur très très fort, etc. Donc si j'ai déjà une expérience avec une de ces thématiques, ça peut être autre chose bien sûr, en fait, quand je vais le revivre, il y a quelque chose qui va se figer en moi, il y a quelque chose qui va avoir tendance à vriller un peu en moi et à répondre d'une façon qui n'est pas neutre, mais qui est émotionnelle, qui est hypersensible, qui est hyper réactive. Donc c'est normal, mais c'est important donc de venir le repérer et d'apporter d'autres réponses que simplement de se laisser aller jusqu'à la crise. Donc souvent, les problèmes qu'on a avec soi-même, pour accéder à un espace de sécurité intérieure, quand on n'arrive pas à retrouver cet espace de sécurité intérieure, c'est souvent qu'on a tendance à ruminer des choses, à se culpabiliser. À ne pas s'accepter tel qu'on est, à vouloir être ce qu'on n'est pas. Et qu'on n'arrive pas à s'apporter l'amour. Quand je dis l'amour, c'est l'attention. C'est vraiment répondre à mes besoins, m'accepter totalement tel que je suis. Savoir m'accueillir et m'accepter avec mes particularités, les choses qui sont peut-être bizarres, que personne ne comprend, eh bien je vais tenir compte quand même de mes différences, malgré le regard potentiel des autres. Et je vais partir sur ce chemin pour l'acceptation totale de qui je suis. Et pour moi, en fait, l'acceptation de soi, l'acceptation aussi de la réalité telle qu'elle est, parce que toutes ces pratiques où on implique le corps viennent nous ramener au concret, à la matière, au réel. Donc c'est important de venir créer cet espace où on va aussi chercher à créer un autre rapport avec la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se réconcilier avec la réalité, d'accepter la situation, en tout cas se mettre sur un chemin d'acceptation, pour ne plus être dans le regret, le remords, la colère, voire la colère violente, la non-acceptation de soi ou de la situation, le rejet du coup de soi ou de la situation, ou le rejet de quelqu'un, et du coup dans la rumination. Donc en fait, tout ça, la culpabilisation, ce sont les thématiques universelles qui nous mènent au mal-être, et un mal-être qui peut devenir extrêmement destructeur, vraiment, et qui peut aller jusqu'à avoir besoin de nier la réalité. Donc lorsque je fuis la réalité dans un monde que je m'invente, dans un monde imaginaire, lorsque je fuis la réalité en prenant des substances, quelles qu'elles soient, qui atténuent un petit peu le sentiment de la réalité, lorsque je fuis la réalité en courant partout tout le temps sans oser me poser, sans me regarder en face,
sans prendre le temps d'écouter la vie, le rythme de la vie, en fait, je fuis quelque chose. Parce que quelque chose me semble impossible à accepter. Et en fait, tous nos mal-être, toutes nos souffrances viscérales et profondes viennent de là. Une situation inacceptable qui me fait vivre de la rumination, un sentiment d'injustice très profond, très violent, de la colère violente. Cette colère, elle se reporte contre moi-même. De la culpabilité, du désamour de soi, une haine de soi parfois même, qui est obsédante. Donc, tout ça, en fait, et tout ce qui mène à la dépression, c'est forcément à voir avec de la dévalorisation de soi, non-acceptation de notre vie telle qu'elle est, non-acceptation de notre place en tant qu'être humain dans cet univers. Et donc, tout le propos du yoga somatique, ça va être de nous ramener à qu'est-ce qui est acceptable, à faire abstraction justement de ce qui ne l'est pas, de le mettre de côté, de réussir à le laisser s'éloigner, donc à faire des deuils des réalités qui ne seront jamais, qui ne seront plus, et à rentrer sur ce long chemin d'acceptation du réel, à travers vraiment se réconcilier avec la réalité de qui je suis, de qu'est-ce que je ressens, de quelle place j'occupe ici et maintenant. Donc tout ça, ça fait partie un petit peu de ce que peut nous amener le yoga somatique pour nos souffrances psychiques. Et donc à travers ce processus où on va vraiment prendre conscience de nos sensations, de quelles sensations j'ai quand dans tel moment de ma vie, qu'est-ce que ça indique sur ma vie psychique, est-ce que c'est signe que je bascule dans un trou là, émotionnel, psychique, un vide, qui va encore me ramener à fuir le réel. Donc sentir vraiment les signes précurseurs et pouvoir me réconcilier et vraiment passer d'un mode d'être au monde qui analyse tout avec de la noirceur, avec de l'anxiété extrême, avec du déni aussi, parce qu'il faut dire les mots. On en est tous là à un moment donné à différents degrés. Et ça fait heureusement qu'on a le déni, heureusement qu'on a la fuite, heureusement qu'on a des consommations, etc. Parce que c'est nécessaire pendant un temps de se réfugier en fait, de créer un espace de sécurité qui est factice. Parfois c'est nécessaire puisque l'acceptation ne peut pas se faire tout de suite quand on vit les choses. Il faut toujours un temps, il faut toujours un laps de temps. Donc les pratiques somatiques, elles vont nous accompagner dans ce laps de temps pour aller vers l'acceptation. Et puis plus tard, il y aura d'autres choses à accepter, et c'est la vie, et c'est tout ça aussi qui nous fait grandir. Mais au fur et à mesure, on va avoir moins de crises, on va pouvoir de plus en plus les anticiper. Elles vont être de moins en moins fortes, et on va même pouvoir vraiment analyser ce chemin entre le déclencheur, la crise, et comment je reviens dans le réel, et de plus en plus voir qu'en fait on est tout à fait capable de passer de l'un à l'autre, et que ces crises, finalement, elles peuvent ne durer que 3 jours. En tout cas, vraiment venir travailler sur ce processus d'acceptation et se dire ok, j'ai déjà vécu une fois. Je sais que de toute façon, plus vite je mettrai de l'acceptation et moins je rajouterai de la souffrance à ma douleur. Bon, on va dire que la douleur, c'est ce qu'on peut pas, on peut pas changer. Et malheureusement, la vie est pleine de fatalité, hein. Et la souffrance, c'est mon psychisme, justement, c'est mon dialogue intérieur, c'est le scénario que je me fais dans ma tête qui va rajouter de la souffrance à la douleur. La douleur, on ne peut pas l'empêcher. Et cette souffrance que je rajoute avec mes comportements, avec ma mauvaise respiration, qui ne permet pas d'évacuer justement cette souffrance,
qui fait que ça tourne en boucle dans ma tête. Là, en fait, je vais revenir dans mon corps, je vais revenir dans mon souffle, je vais revenir dans l'instant présent et je vais pouvoir être capable de plus en plus de mettre de côté l'objet de ma souffrance et recréer consciemment cet espace de sécurité en moi et avec mon environnement. Parce que notre système nerveux, il a besoin de cette sécurité pour s'équilibrer régulièrement, de ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi, c'est-à-dire est-ce que je m'aime assez pour me supporter dans le bon sens, hein, mais de pourvoir à mes vrais besoins essentiels, à me positionner, à dire non même quand tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que je m'aime assez pour me suivre moi-même? Est-ce que je m'aime assez pour ne pas me trahir moi-même dans différentes situations? Et pour m'écouter, écouter mon besoin de recentrage, de légèreté, voilà, de venir dans mon petit cocon me nourrir mon monde intérieur quand j'en ai besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans son monde intérieur, tout est question d'équilibre. Mais voilà, est-ce que je m'aime assez pour subvenir à mes besoins psychiques, mentaux, émotionnels, essentiels dans les choix de vie? Est-ce que je vais oser faire cette activité qui me fait envie et que j'ose pas faire, ou j'arrive pas à trouver du temps? Est-ce que je vais arrêter de me laisser manipuler par mon saboteur intérieur, celui qui me critique, qui me juge en permanence dans ma tête, qui me dévalorise en permanence? Est-ce que je vais pouvoir me libérer de mes prisons intérieures? Donc ça, c'est le processus d'une vie, bien sûr. Et on n'a jamais fini, mais en même temps, on sent aussi qu'on évolue, on sent qu'on passe des caps et que les crises sont moins fortes, moins fréquentes. Et peut-être un jour, il n'y aura plus de crise. Il y aura peut-être des périodes de silence, de recueillement, où on va faire des pratiques somatiques parce qu'on aura conscience que là, il y a une douleur, là, il y a un nœud. Et on va prendre le temps de venir guérir son enfant intérieur. Celui qui a besoin vraiment de notre attention, qui a besoin d'être nourri, qu'on lui apporte de la douceur. Donc pour moi, le yoga somatique, ça nous aide à ce que cette douceur qu'on s'apporte soit concret, à pouvoir toucher la douceur, le plaisir d'être en vie, à partir d'un moment où on est en détresse très forte, pouvoir couper avec cet espace d'insécurité et savoir recréer, même si au début ce sera un peu factice, mais au fur et à mesure ça va vraiment nous guérir, d'être capable de recréer cet espace de sécurité intérieure qui fait que je m'aime et je me respecte, je pourvois mes besoins essentiels, les besoins aussi de mon âme, de mes besoins de mon mental, de mes émotions, de mon corps, etc. Et que je me réconcilie avec la matière de mon corps, avec la réalité palpable, la réalité, la logique de la réalité, qui est parfois injuste. Mais en tout cas, la fuite ne sera jamais la solution durable. Et donc toutes ces pratiques nous permettent du coup de nous connaître mieux au fur et à mesure et de conscientiser des mécanismes qui peuvent être parfois ensuite, dans un deuxième temps, retravaillés avec une psy qui va plutôt s'occuper du côté vraiment mon vécu, comment est-ce que je peux faire un retour en arrière, parler, mettre des mots. Parce que là, le yoga somatique, on va commencer un travail de conscientisation de nos mécanismes, mais il n'est pas individuel, enfin, là, dans les séances de groupe. Et puis, on ne va pas forcément s'apesantir sur le passé. On est plus orienté sur le présent. Donc, parfois, les pratiques somatiques peuvent vraiment se compléter avec des pratiques plus psy, plus je parle, j'exprime. Je conscientise des choses et j'en parle. Mais je suis écoutée et on m'apporte des pistes par rapport à ça. Et que voulais-je dire encore? Oui, donc vraiment, ce travail par le corps, il est nécessaire. Et on le voit souvent quand on est en grande souffrance psychique. Souvent, on est recroquevillé sur soi. Le débit de parole peut être un petit peu
perturbé. Il y a vraiment des signes comme ça. Et en fait, quand on se redresse, qu'on respire, qu'on ose, on réapprend à mettre un pas après l'autre sans s'en mêler les pieds dans le tapis, en fait, on revient dans un espace-temps qui est correct, qui est l'espace-temps de la réalité. Et en fait, tout se rééquilibre, tout se réajuste et tout se régule. Voilà, voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a semblé intéressante. N'hésitez pas à la partager auprès de quelqu'un à qui ça pourrait apporter un éclairage par rapport à la souffrance psychique et qui nous concerne tous à différents degrés, à différentes phases de notre vie. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.